Quand une émotion surgit ou est déclenchée, nous ne sommes pas conscients du processus qui l'a provoqué. Ce processus échappe à la conscience. On peut s'en rendre compte après coup. J'ai été effrayé par ceci ou par cela, mais on ne commence pas par discerner en soi la montée de l'émotion. C'est automatique et ça arrive en une fraction de seconde. Même le Dalai Lama dit qu'il ne peut pas l'observer. Mais ce que l'on peut apprendre à observer avec beaucoup d'efforts, c'est la montée de l'impulsion qui motive l'action et qui est aussi très brève. Mais les bouddhistes se concentrent particulièrement sur cette impulsion. La méditation de la présence attentive, c'est mon point de vue, vous contraint à prêter attention à des processus automatiques. Respirer est automatique. On n'a pas besoin de penser pour respirer. Marcher est un automatisme. Une fois que c'est acquis, pas besoin d'y penser. C'est comme porter les aliments de son assiette à sa bouche. Avec les pratiques de la présence attentive, vous devenez conscient des mécanismes automatiques et vous construisez de nouvelles connexions neuronales. Ma théorie, et c'est dans les dernières pages de la seconde édition de mon livre « Les émotions révélées », est que ces nouvelles neuroconnexions, développées par le contrôle du souffle, de la marche, de la nourriture, vous permettront de maîtriser la montée des impulsions émotionnelles qui sont aussi automatiques. Si vous rendez des processus automatiques conscients, alors vous serez conscient d'autres automatismes. Nous concentrons notre attention sur les sensations légères du souffle qui passe à l'entrée des narines. Observez avec attention la sensation de l'inspiration. Suivez-la étroitement. Et dès que vous sentez que le relâchement ou la lourdeur s'installe dans votre esprit, immédiatement remédiez-y en reprenant votre attention et en retrouvant un nouvel intérêt dans la pratique. D'un autre côté, si votre esprit tombe dans l'excitation, la distraction, alors détendez-vous plus profondément. C'est parce que vous prêtez attention à la sensation tactile de la respiration. Et la sensation tactile de la respiration n'est pas particulièrement plaisante. Ce n'est pas un menu gourmet. C'est très quelconque. Ce n'est ni plaisant, ni désagréable, mais c'est simplement neutre. Mais la grande découverte, c'est qu'en prêtant attention à quelque chose de neutre, qui n'est même pas une stimulation, et en cultivant et en développant la concentration sur cet objet neutre, le bonheur émerge de cette attention. C'est là une grande découverte.
Un moment crucial dans cette recherche sur le terrain s'est déroulé une après-midi dans la maison d'un yogi avec qui nous avons discuté de la nature de la compassion. Il ne voulait rien avoir à faire avec nos tests et nos ordinateurs. Et cet après-midi a changé notre vie. Ce guéché s'est ouvert à nous et il a abordé la possibilité de susciter, par l'émotion, le désir sincère de soulager la souffrance d'autrui. Cette compassion, ce n'est pas ressentir la douleur de ceux qui souffrent, mais c'est l'aptitude intérieure de trouver les moyens pour soulager la souffrance. Et cet après-midi, Richard Davidson s'est assis et a dit « Je vais introduire la compassion dans le lexique de la psychologie occidentale. » La méditation peut signifier aussi analyser, simplement se retourner vers soi-même, regarder à l'intérieur. Par exemple, si vous êtes en colère, ne pas seulement crier ou faire des reproches aux autres, mais regarder à l'intérieur de vous. D'où vient cette colère? À quoi ressemble-t-elle? Pourquoi est-elle si violente? Et naturellement, la colère s'apaise. Et quand la colère s'adoucit, vous êtes plus heureux. Donc, je pense qu'il s'agit de privilégier différents points de vue, de ne pas toujours regarder dans la même direction. Un bon exemple est donné dans les enseignements. Si quelqu'un vous frappe avec un bâton, vous êtes en colère contre cette personne. Mais si vous commencez à analyser, il y a 3 éléments: le bâton, la personne et son émotion perturbatrice. Personne ne va faire de reproche au bâton. C'est contre la personne que vous êtes en colère. Mais pourtant, cette personne est submergée par sa colère. Notre ennemi, ce n'est pas la personne, mais sa colère. Pourquoi alors créer de la colère contre une autre colère? Dans le deuxième état méditatif, ce qu'on appelle la présence éveillée, en tibétain on dit Jigpa. Alors là, ici, on essaie de rendre son esprit extrêmement vaste, ouvert, lumineux. On donne l'image comme un ciel sans nuages. Donc à la fois transparent, lucide, mais extrêmement vaste. Et on pense que l'esprit se mêle à ce ciel illimité, et que de ce fait, l'esprit devient libre de toutes les constructions mentales, toutes les élaborations mentales. Et bien qu'on n'essaie pas d'arrêter ou de bloquer les pensées ou les perceptions, néanmoins, on cesse d'être influencé par les phénomènes, par les perceptions. On les laisse tels qu'ils sont. À cette époque, nous avions installé un laboratoire que nous avons dû en fait abandonner. Et alors a commencé une série de rencontres avec de grands méditants qui étaient en retraite depuis des années et qui vivaient dans des huttes construites de leurs propres mains. Ils nous répétaient plusieurs choses. Si vous voulez comprendre l'esprit, eh bien, méditez. Si l'esprit n'a pas de couleur, pas d'odeur, si c'est un espace dans lequel les phénomènes mentaux apparaissent, alors comment pouvez-vous mesurer cela?